Bienvenue sur la chaîne de podcast Les Red Flagueuses, l'émission qui vous aide à éviter les situations toxiques. Chaque épisode sera accompagné de visuels résumant nos conseils pour identifier les red flags et proposer des solutions. Les barres d'infos des différentes plateformes d'écoute sont à votre disposition pour prolonger la réflexion sur le sujet. Si j'avais su tout ce que je sais à 44 ans sur l'amour et les relations amoureuses, probablement que ma vie n'aurait pas été la même. Ah, si j'avais su. C'est une ritournelle bien connue, mais qui, dans le cas précis des enjeux relationnels amoureux, résonne en moi de façon particulière. Cet épisode numéro 3 est probablement plus léger que les deux précédents, quoique, regarder dans le rétro des amours passés peut donner le tournis tant le sujet est vaste. La discussion que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui en compagnie d'Audrey Pironti, coach en développement personnel, artiste et danseuse, est le premier jalon d'un fil rouge sur l'amour à la lumière du féminisme et de l'évolution des rapports hommes-femmes. On se retrouve en fin d'épisode pour les liens, pour compléter les discussions et les réflexions, et également vous faire quelques petites annonces sur les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Marie. Bienvenue sur le podcast des Red Flagueuses. Merci. Avec plaisir. Alors, qui es-tu Audrey ? Alors, je suis Audrey. J'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants que j'élève, pour ainsi dire, toute seule. Certifiée coach en bien-être, accompagnatrice en développement personnel, kinésiologue et aussi une artiste, une danseuse. Alors, je t'invite aujourd'hui parce que j'aurais voulu discuter avec toi de la façon dont ta vision des relations amoureuses avait changé au cours des années avec l'éclairage du féminisme. Et toi, tu vas apporter aussi ta touche particulière par le développement personnel. Donc, ça va être un dialogue entre toi et moi à partir de questions pour essayer de comprendre comment la jeune femme que nous étions il y a 20 ans ne réagirait pas du tout de la même manière aujourd'hui. Non. Enfin, on espère. Dieu. Tu viens d'ailleurs de me dire quelque chose juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. Comment on fait pour continuer à ignorer les red flags alors qu'on les connaît ? Alors, on a quand même bien avancé, je pense, mais il y a quand même encore chez nous, enfin en tout cas chez moi, parfois cette tendance à vouloir occulter le fait que la personne que j'ai en face de moi a peut-être au-dessus de la tête toute une série d'alertes et me dire « mais c'est pas grave, je reste quand même ». Ça va aller. Tu sais, le fameux « ça va aller, il va changer, ça va aller », c'est le début. En fait, non. Un red flag qui se pointe d'entrée de jeu dès qu'il est là, et je pense qu'il est là pour une bonne raison. Et je crois que si on ne veut pas le voir, c'est tout simplement parce que la blessure que l'on porte à l'intérieur de soi va au-delà du red flag. En fait, l'envie d'être aimé, d'être en relation et de construire quelque chose, c'est quelque chose qui est unique, qui est humain et dont on a tous envie. Le problème, c'est que on a tous un passif, on a tous un vécu qui fait que parfois, il y a des manques à l'intérieur de nous. Et ces manques, on a besoin de les combler. Et quand le manque est plus fort, plus important, le red flag, même si on le voit, il passe à la poubelle et on y va quand même. Et on se dit que, c'est peut-être pas si grave que ça, la personne changera peut-être, ça va peut-être aller mieux, ou ce sera peut-être différent avec moi cette fois-ci, ou
on a tendance peut-être à idéaliser, projeter quelque chose et de se construire une image positive parce qu'on a besoin d'espoir et de positif pour continuer à avancer. Pourtant, le red flag, quand il est là, il est là et il est bien là. Et l'ignorer, au final, c'est ne pas se respecter soi-même et c'est ne pas vouloir voir et entendre la réalité des choses. Hein. Ce n'est que ça. Moi, une des pistes qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est cette façon dont moi j'ai été éduquée. Donc moi, j'ai 44 ans, donc j'ai grandi dans les années 80 et 90. Et je pense que les années 90 ont été les pires années par rapport aux relations filles-garçons pour moi. Parce que le féminisme s'était fait étrangler et était toujours présent, mais c'était très mal vu d'être féministe. Toutes les campagnes de prévention qu'on pouvait avoir sur les relations amoureuses étaient uniquement axées sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles. On ne parlait pas de plaisir, on ne parlait pas d'affectivité. Et moi, je me souviens qu'il y avait un message sous-jacent qui passait dans les magazines pour ados, dans les histoires qu'on nous racontait dans le cinéma aussi, que quand on avait la chance d'être repéré par un homme, il fallait accueillir ça comme étant un cadeau extraordinaire. Donc, on ne se plaçait pas dans la position de la personne qui choisit parmi plusieurs personnes éventuellement et qui prend son temps, mais on était plutôt dans cette logique de l'élu. Et donc, moi, je pense que ça m'a fortement piégée parce que parfois, quand je regarde avec qui j'ai accepté parfois d'avoir des relations, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ce choix avec tout le respect que je peux avoir pour certains de ses partenaires, parce que ce n'était pas forcément des red flags, mais c'était juste qu'on ne se correspondait en rien. Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu vivre aussi ? Oui, hein, bien sûr. Mais je crois qu'on vit tous ça à un moment donné dans sa vie. Ce qui n'est pas en soi mauvais ou péjoratif, parce que je crois qu'on grandit, on évolue, on apprend à se connaître de mieux en mieux et que... Parfois aussi, si ces red flags, on ne les voit pas, c'est parce qu'on n'a pas la maturité, la sagesse, le recul et l'expérience que pour pouvoir les voir. Et donc, on se cherche. Mais on se cherche et on se construit aussi au travers de partenaires qu'on rencontre. Et comme je dis toujours, faire une erreur une fois, ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est humain. Une deuxième fois... ma foi, on a encore peut-être besoin d'apprendre quelque chose et de creuser et d'évoluer dans ce sens-là. Quand on la répète 10 fois, c'est de la bêtise, hein. C'est plus... c'est plus de l'apprentissage, non. Mais alors, je crois que oui, on va vers des partenaires qui parfois ne nous correspondent pas parce que on se dit, tiens, c'est une opportunité, je lui plais, il me plaît, et si on essayait de construire et de créer quelque chose, et on se lance tout de suite, tête perdue, et on y va, et on fonce. Et on ne réfléchit pas aux conséquences, aux tenants, aux aboutissants. On regarde, on met en avant toutes les qualités, et on fait tout ça. On va se donner sous son meilleur jour, c'est normal. Tout à fait. La vulnérabilité et les failles, ça passe à la trappe, ça ne revient que plus tard. Or, une vraie relation, pour moi, je pense qu'elle se construit à partir du moment où, d'entrée de jeu, dès le premier encart, on peut montrer ses failles et on peut montrer ses forces. C'est vrai. Et on là, devrait pouvoir le faire. Et là, on sait à qui on a affaire. Et là, on sait, OK, mais que ce soit homme ou femme, et l'égalité, elle est là. Toi, en tant qu'homme, montre-moi tes forces, mais montre-moi tes faiblesses. Et moi, en tant que femme, j'ai aussi des forces et des faiblesses. Et d'entrée de jeu, je t'annonce la couleur de qui je suis, de ce que je veux et de vers où je vais. Et si à ce moment-là, c'est compatible avec toi, tes envies, tes besoins, il y a peut-être quelque chose effectivement à construire. Mais tout ça, on a tendance à occulter, parce qu'on vit dans une société où le paraître, être en couple, c'est important. Avoir une maison, acheter, faire des enfants, avoir un boulot, une situation, une stabilité, alors que les projets peuvent être totalement autres. Tout à fait. Moi, j'avais une idée d'application de rencontre où on serait obligé de se photographier au réveil. Sans artifice. C'est plutôt... Mais voilà. Tu rigoles, mais écoute... Et alors, mais dans le sens aussi psychologique et comportemental, tu vois, qu'on soit obligé de commencer par ses défauts si on arrive à les
à les identifier être dans un partage direct. Mais évidemment, ça demande une force de caractère et une confiance en soi, parce qu'on a tendance à se dévaloriser quand on a des défauts, alors que ça fait partie intrinsèquement de nous. Enfin, c'est-à-dire les défauts de nos qualités. Effectivement. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu as souvent dans les rencontres que tu fais à travers ton activité professionnelle des femmes et des hommes qui ont cette même attitude de plonger sur la première relation croisée, ou en tout cas à s'accrocher à quelque chose qui n'est pas sain? Oui, énormément. Beaucoup de gens font ça. Et moi, la manière dont je peux l'analyser en tant que thérapeute et par rapport à mon expérience, tout ce que je vois, le point commun, le point central entre toutes ces personnes qui s'accrochent à des relations qui sont au final des chimères, c'est un manque d'amour et un manque d'estime de soi, tout simplement. Et ce manque d'amour et ce manque d'estime de soi, la plupart du temps, il vient de l'enfance. On a manqué de quelque chose étant enfant, où on a eu trop de quelque chose étant enfant. C'est ce qu'on dit toujours, de toute façon, dans l'excès nuit dans tout. Hein. Un enfant qui va être surprotégé, surcouvé, trop aimé, qui ne va manquer de rien, quand il va se retrouver adulte dans une société où il va manquer de quelque chose, la frustration va tellement être importante qu'il ne va pas savoir comment y faire face. Et donc, ces comportements vont peut-être devenir par moments déviants et ambivalents. Et un enfant qui n'a rien eu dans son enfance et qui aura manqué va chercher à tout prix à combler ce vide. Et ce vide va se combler par de la dépendance affective. Et c'est ça qui nous met dans des relations déséquilibrées. C'est quand la dépendance affective... Alors, être dépendant affectif, attention... c'est pas quelque chose de mauvais ou de néfaste, hein, c'est bien. Un bébé est dépendant affectif de sa maman. Des liens avec les gens. Exactement. Nous, oui. Là où la dépendance affective devient toxique, c'est quand on finit par s'oublier, se mettre en retrait, ne plus s'aimer et ne plus se respecter pour laisser toute la place à l'autre, et on est dépendant d'eux. Et on sait qu'on est malheureux, mais on reste quand même parce que c'est moins souffrant d'avoir des miettes de pain que de ne rien avoir du tout, en fait. Alors, si je prends la réflexion inverse, il y a de plus en plus de jeunes femmes et même des jeunes hommes qui ont un discours assez radical sur leur choix de partenaire et qui donc choisissent d'être beaucoup plus, je dirais pas suspicieux, mais en tout cas de sélectionner leur partenaire avec beaucoup plus de prudence, mais vient avec ça la solitude. Le fait de devoir patienter, le fait de devoir se suffire à soi-même en attendant d'éventuellement croiser la route de quelqu'un. Alors on est bien d'accord aussi qu'il y a plein de gens maintenant qui se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire et qui sont très bien seuls. Toutes ces personnes qui sont aromantiques, etc. Je cherche les termes et je reviendrai dessus dans la conclusion de l'émission. Mais je suis particulièrement impressionnée par la force des plus jeunes générations, parce que moi j'ai l'impression d'entendre ce discours-là plus chez les gens qui ont dans la vingtaine. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sont plus âgés aussi qui ont ce positionnement-là. Moi, je me suis fait la réflexion que j'étais beaucoup plus solide parce que depuis plusieurs mois, mais c'était déjà là dans les années précédentes, depuis que je sais que je peux vivre seule. Mais c'est un soulagement, hein. Tout à fait. C'est un vrai soulagement de savoir qu'on se suffit à soi-même, en fait. De ne plus avoir peur de se retrouver seul à la maison, de ne pas avoir peur de ne pas communiquer peut-être pendant 24 heures avec quelqu'un, au final de se faire à manger, de s'habiller, de prendre soin de soi, de faire des choses du quotidien uniquement pour soi et pas pour l'autre. Donc, je pense que la solitude, c'est une étape par laquelle il est nécessaire de passer pour pouvoir se construire et trouver une forme de paix intérieure avec soi-même et de se dire, ok, moi avec moi ça va. Donc si moi avec moi ça va, maintenant ça veut dire que éventuellement je peux être avec les autres dans ce partage, puisque moi je m'aime et je m'accepte. Et supporter l'échec aussi.
C'est-à-dire se dire je commence une relation, parce que moi ce que j'entends parfois dans le discours qui m'est tenu dans mon entourage, c'est si c'est pas le bon, si c'est pas la bonne, je resterai toute seule toute ma vie ou toute seule toute Bien ma sûr que vie. non. On sait très bien que non, on en est la preuve vivante, que je n'aimerai plus jamais, ou je ne veux pas me relancer parce que j'ai peur de souffrir. Sauf que je pense que quand on est assez solide, alors je dis pas qu'il va pas y avoir des moments hyper difficiles, hein. Moi, si par exemple ma relation actuelle se terminait, j'en serais très malheureuse. Mais je sais qu'au bout de X jours, il y a la petite étincelle qui est là et qu'on va refaire un pas devant l'autre et qu'on On va rebondit. avancer parce que je sais que j'ai une famille, j'ai des amis et je mets moi, d'une certaine manière, pour continuer à avancer. J'ai des projets qui me sont propres et que si la personne qui partage ma vie peut m'aider à avancer, c'est moi qui suis à la barre. Mais c'est tout à fait ça. En fait, il faut une base, un socle solide euh, qui ne doit pas être dépendant d'autrui. Dans le sens où tes projets, les projets qu'on en a envie de mener à bien, il faut pouvoir être capable de les mettre en place aussi bien seul qu'avec de l'aide, qu'avec un partenaire, mais seul. Ça doit être réalisable seul. Ça veut dire que mon projet ne dépend pas de la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Je vais faire le parallèle, on en parlait juste avant aussi de commencer, sur les relations amicales. Parce que je pense que dans la façon dont on voit la vie, on a une sorte de gradation. Il y a les relations amoureuses qui sont de moins en moins sacralisées, vu que on sait que ça peut se terminer du jour au lendemain, que les gens divorcent, se marient, puis se redivorcent, puis se remarient. Enfin, voilà. Or, moi, je pense que j'ai plus souffert de rupture amicale que de rupture amoureuse. Je pense que j'ai jamais Oui. été aussi mal dans ma vie que quand une amie m'a tourné le dos il y a des années. Et j'ai lu un livre qui s'appelle À l'écart de la meute, sur lequel je reviendrai, qui analyse les amitiés masculines. Le fait que beaucoup d'hommes et de garçons constituent des sortes de meutes avec un mâle alpha et que les garçons vont devoir jouer un rôle au sein de ces groupes pour garder l'aide, la solidarité, la protection de ce groupe, quitte à se perdre eux-mêmes. Et je me suis dit, c'est extrêmement éclairant et j'ai pu l'observer dans les relations amicales que moi j'ai avec les hommes. Mais je me suis dit, mais oui, mais ça a quand même un écho sur moi en tant que femme. Oui. C'est-à-dire que parfois, on est prêt à s'oublier dans une relation amicale pour pouvoir conserver l'attention de la personne qu'on a en face de soi. Cette vision, cette lecture qu'on apporte à l'heure actuelle des relations sociales et qu'on nous montre que rien n'est marqué dans le marbre, que rien n'est magique, rien n'est naturel. C'est quelque chose qui fait mal au début, mais qui est tellement libérateur. Je ne sais pas si toi aussi ça a Alors, été... je suis entièrement d'accord avec ça, dans le sens où que peu importe la relation, qu'elle soit d'ordre sentimental, amical, professionnel, maternel, fraternel, peu importe, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme en fait. Et croire que ça va durer toute une vie et que ça va être beau toute une vie, pour moi c'est illusoire en fait. Tout simplement parce qu'en fait on grandit, on évolue. Et parfois on grandit, on évolue différemment. Et la personne que je suis aujourd'hui, elle a peut-être plus rien à te raconter, tout simplement. Et Alors, puis, ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus positive, je trouve, de la relation qu'on a eue avec les gens, parce que les laisser partir sans animosité, ou en tout cas, mais c'est un geste d'amour aussi. Hein. voilà, c'est ça, c'est se dire, c'est fini. Alors parfois, ça s'est fini avec des cris et des pleurs, hein, ça c'est possible aussi, mais quand on a pris on a pris du recul, c'est d'essayer de voir dans ces relations-là ce qu'elles nous ont apporté. Parfois, elles ne nous ont pas apporté grand-chose et on sait que ça devient des bons red flags à part en tête. Mais quand ce sont des relations qui se terminent, ou finalement, quand tu repenses aux raisons,
c'était Et pas rien, il rien n'y avait de... rien Oui. de gravissime. Tu te dis, ben, ce que je garde de cette amitié-là ou de cette relation-là, je garde ça et ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à retourner vers les choses qu'on connaît. Et donc, quand on a eu des relations abusives, déséquilibrées, parfois le fait d'être avec quelqu'un qui propose juste l'inverse, C'est horrible. voilà, soit c'est merveilleux, soit parfois quand on n'est pas encore bien, comme nous disait Audrey, quand on n'a pas encore trouvé le chemin, qu'on ne s'est pas encore trouvé soi-même, ça peut être effrayant. Et même quand... Enfin, je t'interromps, Oui, vas-y, excuse-moi, je je fais une parenthèse. Mais même quand on a travaillé sur soi, et même quand on est dans ce travail d'introspection personnelle, où on bosse, je te promets que le jour où on se retrouve devant la situation inverse, on sait quand même pas comment y faire face. Et je te le dis, je t'en parle parce que je suis en plein dedans. Ok. On a des infos exclusives. Oui, je viens de rencontrer effectivement quelqu'un ici très, 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 très récemment. Et cette personne est prête à m'offrir tout ce que j'ai toujours voulu. Donc, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup de points communs, qui me reste, enfin, qui est très respectueux, très drôle, très fun, qui est prêt à s'engager, qui a pas peur. Enfin, en tout cas, qui a conscience aussi de son parcours sentimental, de son passé, qui a été suivi aussi par un petit, enfin, qui a fait tout ce qu'il fallait pour aller mieux et pour avancer. Et donc, aujourd'hui, je suis face à un homme qui clairement me dit, bah, écoute, let's go, on saute, enfin, allons-y. Et moi, je suis là. Et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se propose à moi, quelque chose que j'ai toujours voulu, mais j'ai tellement pas été habituée à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se déprogramme des mécanismes qu'on a depuis tellement longtemps intégrés que c'est pas si évident que ça. Non. Parce que moi, je sais, par exemple, je suis quelqu'un qui se fait de l'auto-adaptation en permanence. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les conflits. C'est-à-dire que si je vais au conflit, c'est clair et j'y vais. Je pense que je suis pas derrière la porte pour dire ce que je pense quand c'est mesuré et nécessaire, hein, parce que l'agressivité gratuite, c'est pas mon truc. Hein, voilà. Mais par contre, pour les gens avec qui j'ai des relations proches, des relations affectives intenses ou moins intenses, j'ai tendance à arrondir les angles. C'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver les nuances de gris. Ça, c'est ma spécialité. C'est quand quelqu'un va dire « Ouais, c'est vraiment dégueulasse ». Moi, je vais dire « Oui, mais… » Voilà. Parfois, c'est chiant, j'admets. Parce que parfois, la personne en face a juste envie d'entendre t'as raison, c'est de la merde. Mais je sais aussi que cette hyper-adaptation, c'est aussi lié au rôle qu'on attribue souvent aux filles dans les relations, d'être les pacificatrices des familles. C'est-à-dire que de manière implicite, on va être celle qui va aller acheter le cadeau de la belle-mère à la place du compagnon pour faire en sorte qu'on n'ait pas oublié l'anniversaire, que la belle-mère soit contente. Ça, c'est pas rendre service, hein, par contre. Exactement. Donc, ça fait partie aussi de la thématique de la charge mentale et c'est quelque chose que moi, je ne ferai plus jamais. Tu n'achètes pas le cadeau à ta mère, eh bien, tu assumes. Démerde-toi. Alors, évidemment, ça devient plus compliqué quand toi-même, tu as une relation chouette avec ta belle-mère. Mais alors, ce sera mon cadeau et pas celui du couple. C'est dommage parce qu'on aime bien être plutôt collectif dans la vie, mais là, ça revient à l'individuel. Mais c'est pour se protéger. Et puis, chacun doit prendre ses responsabilités, en fait. Et c'est ça. Et je pense que ce déséquilibre aussi entre hommes-femmes, il vient du fait qu'on vit dans une société où on a rangé un petit peu la femme dans une case et l'homme dans une autre. C'est pas parce que tu es mon homme que tu vas, je ne sais pas, changer le pneu de ma voiture à ma place. J'ai tout à fait le droit et le devoir même d'apprendre à le changer toute seule, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est l'autonomie, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'explique quand je travaille sur la question de la charge mentale. C'est peu importe le genre et le sexe qu'on nous a attribué à la naissance, peu importe le genre qu'on s'est choisi, le fait de savoir s'occuper de soi, c'est fondamental d'un point de vue hygiène, administratif, choix, etc. Et il faut aussi avoir cette capacité de s'occuper des autres. Ça, c'est évident. Mais c'est un équilibre à trouver entre les deux.
Alors Audrey, j'ai repéré sur ta page Facebook un petit texte qui me semble bien illustrer la réflexion du jour. Alors je lis: aucun couple n'est fait pour être ensemble. Il n'y a pas de fatalité ou de destinée. Il n'y a que le choix que chacun fait. Un couple demandera toujours un minimum d'effort, de la compréhension, l'acceptation peut-être, ils ont voulu dire. Oui, Oui, à mon avis, c'est une certainement. traduction, oui. Du travail sur soi et sur la relation. Alors, je pense que c'est un credo pour toi, ça, hein. Oui, oui, mais c'est vrai. Alors, je pense que pour moi, il n'y a pas de relation innée, en fait. Il y a des prédispositions. Ce qu'on appelle l'alchimie, les phéromones. Hein, deux personnes se rencontrent, il y a quelque chose qui se crée, c'est très bien. On peut avoir des gros, 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 gros coups de cœur. De la même manière que cette alchimie peut être moins, comment expliquer, moins haute, Mhm. mais que si on décide d'être dans le choix de construire quelque chose, en fait, ça peut tout à fait fonctionner, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir cette passion, cette boule au ventre, ce feu pour avoir une relation qui va durer sur du long terme. L'amour, ça se construit, ça s'apprend et ça demande du temps et de l'investissement. Et je dis toujours, en fait, je pensais au début, quand j'étais plus jeune, que je pouvais être amoureuse de quelqu'un et être en relation avec quelqu'un que si j'avais des papillons dans le ventre et que si cette personne me mettait dans un état passionnel, délirant. Alors, c'est vrai que ça peut être le cas. Mais même quand c'est le cas, on sait que ça ne va pas être éternel. Il y a un moment donné où la lune de miel, elle redescend. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, bah, c'était très bien, merci, au revoir Ce qui est une possibilité, hein, mais et il faut assumer. voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on entretient et on alimente quotidiennement par des petites choses et on fait le choix d'être en couple. Parce que aimer quelqu'un, on ne choisit pas. On ne choisit pas qui on aime. C'est un sentiment qui naît de soi. Mais l'amour, le couple, c'est un choix par contre. Et Et c'est très important de différencier les deux parce que je peux t'aimer, mais ne pas avoir envie d'être en couple et faire le choix d'être en couple avec toi. Comme je peux avoir envie d'être en couple et construire et nourrir quelque chose avec toi, même s'il n'y a pas un état fusionnel et passionnel qui est là dès le départ. tu traduis ce travail par quel type d'attitude, de choses à mettre en place, ce travail quotidien pour maintenir le couple? Alors, pour moi, la communication, c'est très, très important. Donc, on s'alimente déjà par les idées et les projets qu'on va partager. De la même manière que soi-même, on s'alimente par les projets qu'on veut mettre en place. Donc, un couple qui n'a pas de projet de vie, déjà, c'est compliqué. Il faut se donner des challenges, se donner un projet, ok, de quoi a-t-on envie, vers quoi va-t-on, clôturer un projet, il faut se relancer avec un autre. Mais ça, même pour soi, personnellement, se challenger, sinon, on se fait chier toute sa vie, en fait, et on est tout le temps dans la même chose, et non, c'est pas possible. Donc le couple, il a ce besoin d'être, d'être alimenté, d'être stimulé. Il faut accepter qu'il y a des moments de creux. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas toujours être full et vibrer et monter très très haut. Il y a des moments de vie où on est en bas et parfois on est en décalage. C'est quand même une vision des relations humaines qui est à l'extrême opposé de ce qui a pu et ce qui peut encore être présent dans certaines religions, certaines sociétés, c'est-à-dire cette histoire de l'amour absolu, du seul et unique, et ça va durer toute la vie. Alors maintenant, nous, on sait d'expérience que c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque même si on a espéré peut-être à un moment donné dans notre vie rester avec un de nos compagnons pour toujours et que notre Ah famille bien roule, sûr, hein. voilà, mais on est quand même très loin de cette vision-là. Mais moi, je me dis aussi que pour les personnes enfin, pour les gens en général, je généralise, hein, mais à la fois, il y a une conscience de l'altérité des choses, c'est-à-dire que tout peut changer, rien n'est permanent, mais en même temps, on a besoin de se projeter. On a Mm-hmm. besoin de se dire, tiens, quand je vais pousser mon dernier souffle, quand je vais
respirer pour la dernière fois, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui me tiendra la main ? Quand je serai en difficulté, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera à mes côtés ? Et donc, je trouve cet exercice parfois très complexe d'à la fois se dire je suis dans l'ici et maintenant avec telle Le personne. temps présent, Voilà, et je vis. et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En plus, à l'heure actuelle, avec toutes les difficultés écologiques qu'on est en train de vivre, les guerres, etc., c'est très compliqué de se projeter. J'imagine avoir 15 ans ou 20 ans maintenant, ça doit être vraiment très, très compliqué, effectivement. Mais en même temps, on a besoin de construire de manière psychologique, mais aussi concrètement, tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, relation solide pour pouvoir avoir un logement, des soins. Enfin voilà, ouais. tu vois, il y a le côté pratique. Et c'est quoi en fait tout ça ? Bonne question. C'est la sécurité. Ah, bien sûr, tout à fait. Ce n'est qu'une question de sécurité. Enfin, en dehors des besoins physiologiques, etc., manger, dormir, etc., l'être humain a besoin de sécurité et d'appartenance. Oui, tout à fait. Mais si la société, notre société belge, par exemple, était constituée différemment, tu vois, par exemple, pour l'instant, tout ce qui est collectif est en train d'être démonté par les politiques ultralibérales. On donne l'argent au privé, on met de moins en moins de fric dans les hôpitaux, dans les soins de santé, dans la vieillesse, le handicap, etc. On doit faire avec rien des miracles. Alors que, par exemple, je me dis que si, en tant que femme, par exemple, on savait qu'on a un home nickel, joyeux, un petit appart qui nous attend à la fin de notre vie, et qu'on n'aura pas à se poser la question de savoir si on a fait assez de gosses pour qu'ils nous payent ce qui dépassera Clairement. de notre pension, si on en a encore une. Si on en a encore une. Encore une. Moi, je me bats pour... Mais voilà, on va admettre que ça pourrait être compliqué. Si, par exemple, j'accouche d'un enfant handicapé, on n'a pas repéré le handicap, ou j'ai fait le choix de ne pas avorter, etc., il y aura des structures qui pourront accueillir cet enfant. Si je sais qu'il y a de la sororité entre les femmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je suis sans mec, il y a plein de copines autour de moi, ou plein de copains, bien sûr, l'amitié homme-femme est extrêmement importante pour moi pour avancer. Je me dis que tu n'es plus du tout dans une relation de dépendance par rapport à ton partenaire ou à ta partenaire. Parce qu'on a ce sentiment de sécurité en nous qui fait que du coup, on peut reprendre cette autonomie, cette responsabilité d'aller, de venir, de faire. Et on n'a pas besoin d'aller se sécuriser ailleurs. La société ne nous met pas en sécurité. À aucun moment, nulle part. Nulle part. Que je sors dans la rue, si cette sécurité, je ne la trouve pas moi, personnellement, à l'intérieur de mon être, de moi-même, il n'y a rien dehors qui me sécurise. Non. Et donc, on a tendance parfois à faire des choix par dépit pour essayer d'avoir un petit peu de cette un sécurité. Semblant de sécurité. Et c'est ce qui nous amène aussi parfois, au départ, dans des relations, entre guillemets, toxiques et déséquilibrées, où on se dit c'est toujours mieux qu'être toute seule en fait. J'ai l'illusion, la sensation d'être en sécurité avec quelqu'un qui ne me rend pas heureuse, mais d'être avec quelqu'un quand même, et je vais pas finir toute seule. C'est aussi la question de la mise en couple, comme on dit chez nous, se mettre en ménage. C'est bien une expression wallonne. Se mettre. On va se la mettre bien profonde, correctement. Allez, en ménage. Voilà, c'est ça. Alors qu'on ait 22 ans ou 40, c'est la même histoire à chaque fois, qu'on répète. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et maintenant, j'essaye de plus faire comme ça. Donc, c'est de s'installer directement ensemble parce que finalement, on s'entend bien, ça se passe bien. Mais vivre avec quelqu'un, c'est super compliqué. Voilà, mais vivre avec quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que ici, dans ce podcast, on est fort centré sur le couple hétéro classique, mais on est bien d'accord qu'il y a les couples homo, il y a toutes les sortes de couples. Moi, je parle d'être humain, de toute façon. Ça. Ici, on dit homme-femme, mais il est évident que on parle d'être humain, point. Mais cette sensation cette envie qu'on a de vite s'installer ensemble, alors on met ça sur le compte de l'amour, du fait qu'on ne sait pas se passer l'un de l'autre, il y a peut-être de ça, mais il y a surtout l'aspect financier qui souvent fait que les charges diminuent, mais dans un premier temps. Parce que quand on creuse et qu'on regarde, par exemple, Titiou Lecoq a sorti un livre qui s'appelle « Rends l'argent », qui analyse les comptes des hommes et des femmes en France. Ce dont on se rend compte, c'est que les femmes payent le pot de yaourt qui est au fond du frigo et le mec, il paye la bagnole. Sauf que quand on se sépare, il reste la bagnole et pas les pots de yaourt. Et donc, c'est aussi
cette imposition sociétale qui fait qu'on est moins bien payé que les hommes, puisqu'on occupe souvent des postes dits féminins, style le nettoyage, infirmière, etc., qui sont des métiers qui ne sont pas assez rémunérés par rapport notamment à la difficulté et à leur utilité fondamentale. On va souvent prendre des 4/5e pour s'occuper des loulous quand on en a. Donc, ce qui fait qu'on a une force financière qui est quand même moins élevée. Donc, Tout quand à on a fait. vécu toute seule avec des gosses ou sans gosses, ben, on s'est débrouillé. Mais quand arrive la possibilité de voir le loyer divisé par deux, ben, on se dit, ah, enfin, je vais pouvoir partir en Pas vacances. souffler. Voilà, enfin, je vais pouvoir me faire un peu plaisir ou mettre de côté et pouvoir me mettre en sécurité. Il y a une chose à laquelle il faut aussi réfléchir, c'est l'après. C'est-à-dire que quand on se met en couple, il est possible que ce couple se Oui. finisse. Et le Et qu'est-ce qui te nombre de reste? femmes qui m'ont sorti en animation, oui, mais il est gentil, il me laissera quelque chose. Enfin, non, les filles, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, oui, il y a des gens très bien qui sont respectueux et qui sont pas là pour faire des thunes sur le dos des autres. Mais quand on se quitte, en général, c'est pas dans les meilleures conditions. Et donc, espérer de facto que la personne qu'on aime et qui nous aime à un moment X soit la même à un moment Mais c'est Y, pas vrai, c'est voilà, c'est pas comme ça que illusoire. ça marche. Donc, à partir du moment où vous avez la moitié de votre salaire qui passe dans un loyer et qu'il vous reste juste de quoi payer votre bagnole et que vous devez faire les courses, et que l'autre, il va avoir 1000 balles qui vont tomber sur son compte tous les mois pour pouvoir thésauriser, qui va être dans la merde et qui va s'en sortir au moment de la séparation? Pas besoin d'être mathématicien, Ouais. du MIT pour le comprendre. Et donc, à un moment donné, c'est aussi de pouvoir se dire, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, c'est on essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent, on y travaille au quotidien, mais toujours en ayant l'idée qu'à un moment donné, il faut pouvoir tenir compte de toutes les possibilités. Oui, Il y a tout à la fait. séparation, il y a le décès, il y a la maladie, il y a plein de choses. C'est pas gai, mais c'est comme ça que ça marche. Et je pense que l'illusion de ces paillettes merveilleuses du début de relation empêche souvent de parler et de dire les choses concrètes du quotidien, parce Oui, qu'on se bien dit sûr. c'est trop tôt ou Ah ben non. je vais être chiante, parce qu'il Oui, faut surtout pas qu'on soit ça, ah chiante non, il à nous faut les surtout femmes. pas qu'on soit chiant. Voilà, Oui, ouais. tu te prends dans la tête, tu poses trop de questions. Ça fait à peine, je sais pas moi, X semaines qu'on se voit. Attends, on verra. Mais non, en fait, mec, t'as pas compris. Moi, enfin, j'en suis à un stade de ma vie où si je me pose toutes ces questions, c'est parce que j'ai plus de temps à perdre. Tout à fait. C'est pas pour t'emmerder, en fait. C'est juste moi pour ne pas perdre mon temps et pour m'éviter, en fait, de tas de problèmes derrière. Alors, si toi, t'es pas assez mature et t'es pas capable d'avoir ce genre de conversation ici avec moi maintenant, même si ça fait 2 semaines qu'on se fréquente et qu'on se voit, bah, je suis désolée, mais c'est que t'en vaux pas le coup. Alors, Ouais. la maturité, elle est pas là. À un Et- moment donné, même si ok, on se projette pas, on va pas faire des projets lointains. Je suis pas en train de te parler de vacances, de mariage, de bébé, ni quoi que ce soit. Non, je te demande concrètement comment ça fonctionne. Si on rentre dans une vie de couple, quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur... Enfin, quelles sont tes cartes, qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table et est-ce que ça correspond avec moi, ce que je peux faire et ce que je peux te donner. Et ça, c'est une relation, enfin, une discussion qu'on devrait avoir au début de toute relation. ouais, et ben, je pense qu'il y a Que tu beaucoup de saches dans quoi gens. tu mets les pieds. Oui, oui. Il y a des gens qui pensent que quand on évoque une idée, elle va se réaliser. C'est cette espèce de croyance c'est un peu ce qu'on a comme débat avec les Vras pour le moment. À partir du moment où on parle de sexualité, du coup, tous les gosses vont se mettre à avoir des activités sexuelles Exactement. Alors que... de manière totalement exagérée. Alors que non, pas du tout. Hein, parce qu'en général, en tout cas chez les jeunes en Belgique, l'acte sexuel, c'est toujours vers 17 ans. C'est une espèce de moyenne qui reste sur les 20 dernières années. Eh bien, ici, c'est la même chose. À partir du moment où je te demande, tiens, toi, tu veux des gosses ou pas? La personne me dit, mais pourquoi tu me poses déjà cette question-là? Mais j'ai pas dit que j'en voulais. Donc, cette espèce de traduction interne où tu te dis, alors, soit on parle pas la même langue, soit Et tu as puis, un décodeur qui est tordu parce que tu as peur, en fait. et puis, oui, mais c'est ça, c'est que des peurs. Et moi, j'ai même envie de te dire, cette question de est-ce que tu veux des gosses? Si moi, j'ai envie d'avoir des enfants et que toi, t'en veux pas, est-ce que tu crois que je vais perdre 3 ans de ma vie, 3 ans de relation avec toi pour savoir qu'au final, dans 3 ans, quand je vais avoir envie d'un enfant, tu vas me dire non? Est-ce que le féminisme, ou en tout cas ta vision plus sage de la vie à 36 ans, est-ce que ça a eu une influence sur tes choix de partenaire? Oui, oui. Oui, dans le sens où
Pour moi, aujourd'hui, un homme qui ne respecte pas une femme, c'est tout inconcevable, Un impossible. no-go, comme diraient les jeunes. Oui, c'est no way. No way. No way. Et le respect, pour moi, le respect d'une femme, enfin, le respect de sa liberté, de son être, de sa féminité, de sa sensualité, c'est le non-jugement, c'est accueillir son corps imparfait, voilà, moi tout ça c'est très important. Ces schémas stéréotypés, ce qu'on veut dans les magazines, c'est taille mannequin, c'est si t'es branché là-dessus, voilà. Passe à quelqu'un d'autre. Et le féminisme essaye de déconstruire ça, justement, de se dire le corps d'une femme, il est beau, peu importe son état. Arrêtons de vouloir toujours ranger dans des cases. Je rebondis sur le fait que les corps des hommes aussi sont beaux, peu importe leur état. Exactement, parce que exactement. Dans la façon dont on a encore éduqué, nous les femmes, on accepte encore beaucoup d'être parfois avec des mecs qui ont une hygiène de vie et un aspect qui est très loin des mecs des magazines, parce qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout. Et en tout cas, globalement, on va dire qu'on s'en fout. Et je trouve que dans le discours de certains mecs, il y a encore beaucoup de critères physiques. Et tu sais que moi, je me rappelle une réflexion qui date maintenant d'il y a quelques années, parce que j'avais la jeune vingtaine, qui m'a vraiment choquée, parce que je te dis, je me rappelle encore aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, je fréquentais un petit peu un garçon, de manière pas très sérieuse, hein, mais moi j'aurais aimé que ce soit plus sérieux. Et en fait, ce garçon, il a fait la réflexion à son meilleur ami, qui est venu me le dire après. Il m'a dit, si Audrey, elle perd 10 kilos, je la marie. Oh, c'est dingue, j'ai eu exactement la même réflexion. Est-ce que tu te rends compte, si Audrey perd 10 Ouais. kilos, je la marie. Mais mec. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai un de mes ex qui m'a dit, si tu perds 5 kilos, t'es la femme de ma vie. Et 15 jours après, on n'était plus ensemble après une relation de près de 3 ans. Enfin, tu te rends compte? Comment on peut dire des trucs pareils? Ben... En fait, si toi, tu t'achètes un cerveau, t'es l'homme de ma vie, c'est ça le truc. Non, mais en plus, ce qui était terrible, c'est que j'étais en plein deuil à l'époque. Et donc, je me suis dit, enfin, c'est complètement fou, quoi. Ouais. C'est là aussi, je me suis dit, je me posais la question, et ça, ce sera l'occasion d'un podcast, rien qu'à soi. C'est combien de relations amoureuses et sexuelles des gens ont raté parce qu'ils avaient des critères physiques. Oh. Voilà, alors, et des relations d'amour aussi. Oui, c'est ça. Que nous, on n'ait pas voulu draguer des gens parce qu'on n'a pas confiance en nous, ça, c'est aussi un autre podcast. Hein. Mais je veux dire, je n'ose imaginer le nombre de gars, et éventuellement de filles aussi, parce que mais clairement, qui sont seuls ou avec la mauvaise personne, qui ne leur correspond en rien, tout ça parce que cette personne ressemble à effectivement un mannequin ou autre chose. Hein. C'est pas, des mecs qui sont passionnés par des filles ultra grosses, ultra maigres, des filles qui veulent que des mecs musclés ou des mecs très grands et longilignes. Théoriquement, j'aime les mecs grands, voilà. Mais si le mec il fait 1m75 ou 1m70 ou 1m65, plus bas, je ne sais pas si j'irais, mais pourquoi pas. Mais qu'il est génial, mais je signe. Mais oui, mais c'est ça. Tu vois. Et moi, à une époque, un mec petit, c'était rédhibitoire. Ouais. Un mec chauve, c'était rédhibitoire. Ouais. Tu vois, un mec avec une corpulence forte, c'était rédhibitoire aussi. Et je suis sûre que j'ai dû, pendant quelques années, effectivement, passer à côté de belles relations parce que je m'en tenais effectivement à des critères physiques. Et mon grand-père, que j'affectionne vraiment très particulièrement, cet été m'a dit tu cherches pas au bon endroit. Parce que ça fait quand même 6 ans de célibat, tu vois, 6 ans que j'ai quitté le père de mon fils. Et 6 ans que je tente des rencontres, tant bien que mal, des flirts qui n'ont jamais été au-delà de 2, 3, 4 mois. Avec systématiquement des hommes qui rentraient plus ou moins dans mes critères. Et en fait, tous ces hommes qui rentraient dans mes critères, systématiquement, ça n'a rien donné. Tu vois, c'était toxique, pas d'engagement, pas de projection, rien du tout. Et en fait, ici, la personne que je viens de rencontrer, elle ne correspond pas du tout, mais alors du tout, au genre de gars sur qui j'aurais pu me retourner. Et là, je me rends compte et je prends conscience de l'impact des mots de mon grand-père cet été. Ben oui, en fait, ça fait 6 ans que je ne regarde pas au même endroit.
tu devais donner 4 conseils concrets de repérage de red flag. On en a parlé de quelques-uns là maintenant, mais vraiment ceux que toi tu te dis maintenant, ça c'est mes no-go, ou l'inverse, des trucs où tu te dis là c'est bon, faut y aller, ça vaut la peine. Alors, la première chose à laquelle je fais attention aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie. Okay. Pourquoi ? Parce que l'hygiène de vie est assez représentatif du comportement, de l'estime que tu as de toi-même. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui va être dans une hygiène de vie, qui va beaucoup sortir, mal s'alimenter, être toujours dehors, qui ne sera pas resté seul. Ça veut dire qu'il y a la fuite de quelque chose quelque part par une surstimulation extérieure. Donc, pour moi, l'hygiène de vie, elle est hyper importante. Déjà, ça me permet de voir si ça colle déjà avec la mienne. Et puis, ça m'en dit beaucoup sur la personne aussi, dans la manière dont elle aborde son quotidien, dans ce qu'elle fait, dans son état d'esprit. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est est-ce que la personne est apte et capable de communiquer et de se remettre en question. La meilleure façon de savoir s'il y a des red flags, s'il y a des panneaux, s'il y a des choses qui doivent être, c'est de faire parler la personne en fait. Parle, allez, fais-la parler, pose des questions et tu vas voir dans la manière dont il te parle, dans les réponses qu'il va te donner, dans les choses qu'il va t'expliquer. Tu vas tout de suite capter un petit peu son fonctionnement et son état d'esprit et voir si ça correspond effectivement de nouveau. Tiens. Le troisième point, c'est écoute, c'est pas compliqué. Hein. Engagement ou non-engagement. Où se situe la personne où t'en es dans ta vie. Et on est Qu'est-ce que tu veux. Voilà, on est bien d'accord que chacun et chacune a des attentes différentes. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, aucun jugement, vraiment aucun jugement. Pour moi, une personne qui d'entrée de jeu va te dire « Oui, mais je sais pas, on va voir, on attend, on essaye, on verra bien. » Ça, c'est un red flag, mais de dingue en fait. Ça veut dire que d'entrée de jeu, la personne, elle ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle ne sera pas capable de s'engager avec toi. Donc si toi, ton envie du moment, c'est de rentrer dans une relation durable, stable, où tu vas pouvoir t'engager, si tu n'es pas un grand oui, si tu n'es pas une évidence dès le départ, si la personne, elle ne te dit pas, même sans te connaître, écoute, on ne se connaît pas, mais oui, aujourd'hui, ce que je cherche dans ma vie, c'est une relation stable et c'est à m'engager. Et ce sera peut-être avec toi. Il y a un dernier pour la route. Et un dernier pour la route. C'est une question qu'elle est bonne. Ouais, ça. Prendre soin de soi. Oui. Ben, ça passe un peu par l'hygiène de vie, hein, comme je t'expliquais au départ. Prendre soin de soi. C'est-à-dire... mais dans tous les sens du terme. Oui, c'est-à-dire prendre soin de son mental, prendre soin de son physique, prendre soin de son environnement, être capable de prendre soin des autres aussi. Tout à fait. Ça en dit long hein, sur la manière de pouvoir être en interaction avec ton environnement. Et en règle générale, quelqu'un qui se prend soin de lui, c'est quelqu'un qui est apte à prendre soin des autres et à s'occuper des autres aussi. Comment veux-tu donner de l'amour à quelqu'un si tu n'en as pas pour toi ? Tout à fait. Merci Audrey. De rien, avec plaisir. C'était un vrai, vraiment bel échange. Merci beaucoup. Vraiment très chouette. On se retrouvera peut-être un jour autour de la table pour un autre sujet. Avec grand plaisir. Avec un troisième micro, peut-être, pour un petit débat. Oui. Ce serait chouette. Hein. Je te souhaite le meilleur, en tout cas, dans tes projets. À toi aussi. Et tu nous tiens au courant sur les réseaux, je suppose, de l'évolution. Écoutez, si ça fonctionne, oui, effectivement. Il sera vite dans mes stories. D'accord, ça va, on regardera ça. Allez, un gros bisou et à bientôt. Bisous Marie, à bientôt. Je vous propose de clôturer ce 3e épisode des Red Flagueuses avec un extrait du livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour aux éditions Zone.
Il y a une différence entre disqualifier l'autre en raison d'un petit défaut innocent, comme on met au rebut un produit défectueux, et tenir compte d'un signe qui nous fait redouter d'être maltraité et qui laisse présager une mésentente profonde. Merci de nous avoir écoutés. Et pour approfondir le sujet, je vous invite à écouter le podcast de Victoire Tualion, Le cœur sur la table. On se retrouve en mars avec Sophie pour un épisode sur le fait d'être une femme dans le monde de la musique métal. En avril avec Ben pour aborder la question de comment être un homme allié des féministes. Et en bonus, l'épisode sur les applications de rencontres lors duquel nous retrouverons Sarah. N'oubliez pas de partager les épisodes à un max, on a vraiment besoin de vous. À bientôt!